Et si la véritable question aujourd'hui n'était plus de savoir qui remportera la guerre en Ukraine, mais bien qui aura la force de continuer à la supporter? Depuis le début du conflit, chaque camp a tenté de prendre l'ascendant, multipliant les offensives, les innovations technologiques, les changements tactiques. Pourtant, près de 2 ans et demi plus tard, la ligne de front demeure quasiment inchangée. Ce constat rappelle d'autres guerres d'usure, comme la Première Guerre mondiale, où la bataille de Verdun s'est éternisée sur des mois, coûtant la vie à des centaines de milliers de soldats pour quelques kilomètres de terrain. L'histoire semble se répéter. L'épuisement progressif, et non la stratégie, pourrait décider du destin de ce conflit. Aux abords de Kupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, les affrontements se sont intensifiés ces dernières semaines. Cette ville, autrefois paisible, est aujourd'hui morcelée, partagée entre zones sous contrôle russe et ukrainien. La rive droite de Kupiansk, secouée par des combats quotidiens, se transforme en un véritable échiquier où chaque quartier change de main, parfois plusieurs fois dans la même semaine. Les habitants, pris au piège, vivant dans la peur constante des bombardements et des incursions. Certains se souviennent des récits de Stalingrad, pendant la Seconde Guerre mondiale, où la bataille urbaine était si féroce que les soldats mouraient parfois pour quelques mètres de couloir. Dans ces ruines, plusieurs centaines de soldats ukrainiens sont encore isolés. Pour eux, il ne s'agit plus de défendre une position stratégique, mais simplement de survivre. Certains tentent de se mêler aux civils pour échapper à l'encerclement, d'autres préfèrent se rendre, espérant éviter une mort inévitable. Pourtant, même dispersés, ces petits groupes demeurent dangereux pour l'ennemi. Ils connaissent chaque recoin, capables de tendre des embuscades ou de transmettre des informations vitales à leur commandement. Ce type de résistance rappelle celle des partisans en France occupée, qui, par des actions isolées, parvenaient à désorganiser l'adversaire. La technologie joue désormais un rôle central. Les drones de reconnaissance, autrefois réservés aux grandes armées, sont devenus accessibles à presque toutes les unités. Chaque jour, des dizaines de drones survolent le champ de bataille, transmettant des images en temps réel, guidant les frappes d'artillerie ou lâchant de petites charges explosives sur les positions adverses. Les missiles guidés, fournis par les alliés occidentaux, permettent de cibler avec précision dépôts d'armes, ponts, voies ferrées et surtout réseaux d'énergie. La Russie, de son côté, intensifie ses attaques sur la logistique ukrainienne, visant centrales électriques, stocks de carburant et lignes à haute tension pour étouffer toute résistance. Cette guerre technologique rappelle celle menée pendant la guerre du Golfe, où la supériorité des frappes de précision avait bouleversé la doctrine militaire. À mesure que les batailles directes s'espacent, la guerre se joue sur la capacité à priver l'ennemi de ressources. L'Ukraine, privée d'électricité ou de munitions, subit la pression non seulement sur le front, mais aussi à l'arrière, où la population endure fatigue et privation. Dans les villes de l'Ouest, des coupures d'électricité de plusieurs heures sont devenues la norme. Les écoles doivent parfois fermer, les hôpitaux fonctionnent en mode dégradé, et chaque convoi d'aide étrangère devient crucial. Ce scénario rappelle le blocus de Leningrad, où la population a dû survivre pendant près de 900 jours sans électricité, sans chauffage et parfois même sans eau potable. Cette guerre d'épuisement ne vise plus la percée rapide, mais la lassitude progressive de l'adversaire. L'objectif n'est plus seulement militaire, mais aussi psychologique. Les Russes misent sur l'usure de la résistance ukrainienne, tandis que Kiev espère que la lassitude finira par ronger la détermination des alliés occidentaux. Dans ce contexte, la moindre perte de contrôle sur le terrain peut coûter cher. Pertes humaines, brèches dans la défense, représailles ou abandon de positions stratégiques. Une seule erreur peut enclencher une spirale d'escalade, comme lors de la chute de Mariupol, qui a eu un impact psychologique considérable sur l'armée ukrainienne et sa population. Mais cette nouvelle phase du conflit ne touche pas seulement l'armée. Elle pèse aussi sur l'ensemble de la société ukrainienne et sur les alliés occidentaux, dont la patience et les ressources sont mises à l'épreuve. Les familles ukrainiennes, séparées par la guerre, vivent dans l'angoisse permanente. Les enfants privés d'école, les femmes contraintes de fuir, les hommes mobilisés parfois contre leur gré, la société tout entière subit l'impact du conflit. Les conséquences psychologiques se manifestent par une augmentation des dépressions, des troubles anxieux et un sentiment d'incertitude généralisé. Quand la guerre devient une question d'opinion publique et de calcul politique, chaque décision prise à l'Ouest semble peser des tonnes. Le débat sur la livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine révèle la complexité de l'engagement des alliés occidentaux. Pour l'heure, le soutien américain reste suspendu à l'ultime feu vert de Donald Trump, alors que le Pentagone, en coulisses, pose ses propres conditions.
Ce jeu d'équilibriste rappelle la guerre du Vietnam, où chaque nouvelle aide, chaque envoi de troupes faisait l'objet de débats houleux au Congrès et dans la presse. Mais Washington n'est plus seul à douter. À Londres et à Paris, la tentation d'aller plus loin grandit. Envoyer des instructeurs, voire des contingents étrangers en Ukraine, n'est plus un simple scénario de papier. Le Royaume-Uni réfléchit désormais à une mission structurée impliquant potentiellement des centaines de militaires, bien au-delà de quelques dizaines d'instructeurs. Cette opération, lourde en logistique, coûterait des centaines de millions de livres et mobiliserait la flotte, l'aviation, ainsi qu'une coordination sans précédent depuis le début du conflit. L'ombre des interventions passées, comme en Afghanistan ou en Irak, plane sur ces décisions. Chaque expérience a montré que l'envoi d'hommes sur le terrain entraîne un engagement de plus en plus difficile à contrôler. La France, elle, avance aussi ses pions. Emmanuel Macron, malgré les crises internes et la contestation sociale, étudie l'envoi de jusqu'à 2000 légionnaires pour entraîner les forces ukrainiennes. Officiellement, il s'agit de formation. Mais en coulisses, la frontière entre instructeurs et combattants s'estompe. Regroupés en Pologne, ces soldats se tiennent prêts à entrer en action dès l'ordre venu. On se souvient que lors de la guerre d'Algérie, la France avait d'abord envoyé des conseillers militaires avant d'être entraînée dans une guerre totale. L'histoire enseigne que l'escalade peut être rapide et inattendue. Ce volontarisme a toutefois un prix que les sociétés commencent à payer. Au Royaume-Uni, la révélation de pertes humaines choque l'opinion. Plus de 40 morts officiellement, mais des journalistes avancent des chiffres bien supérieurs, peut-être des centaines, voire des milliers de Britanniques tués. On estime qu'un volontaire britannique sur 5 n'est jamais revenu. Les familles réclament des réponses, les médias s'interrogent, le débat public s'enflamme. Ce phénomène n'est pas nouveau. Lors de la guerre civile espagnole, des milliers de volontaires des brigades internationales avaient impayé de leur vie leur engagement, et les sociétés européennes avaient été profondément marquées par ces pertes. Face à la montée des pertes et à la lassitude populaire, les capitales occidentales avancent sur une ligne de crête. Londres, Paris, Washington affichent leur fermeté tout en évitant l'escalade. Chaque avion d'armes, chaque contingent envoyé suscite controverses et divisions politiques. Les citoyens, déjà éprouvés par la crise économique et l'inflation, s'inquiètent des conséquences. Certains se rappellent la crise pétrolière des années 70, où la hausse soudaine des prix avait provoqué une vague de mécontentement et des manifestations massives dans toute l'Europe. Derrière cette aide de plus en plus risquée, plane le spectre d'un rejet croissant par l'opinion publique. Le soutien à l'Ukraine n'est plus automatique. Chaque jour, il se négocie, coincé entre impératifs de sécurité, peur d'une guerre élargie et pression de citoyens qui exigent des solutions à leurs propres difficultés. Ce contexte rappelle la guerre en Afghanistan, où, à force de voir leurs soldats mourir et l'issue s'éloigner, les opinions publiques occidentales ont fini par réclamer le retrait des troupes. Sur le terrain, cette incertitude stratégique se traduit par une course contre la montre. Les Ukrainiens, eux, attendent toujours l'arrivée concrète de cette aide qui se fait désirer. Les retards, les promesses non tenues, provoquent une frustration et découragement. L'armée ukrainienne doit parfois rationner les munitions, improviser avec des moyens du bord et compter sur la résilience de ses soldats. La guerre en Ukraine risque-t-elle de devenir un simple bruit de fond, un conflit dont on finirait presque par oublier la présence ? Pourtant, chaque jour qui passe, l'épuisement grandit, aussi bien sur le champ de bataille que dans les rues d'Europe de l'Ouest. L'économie ukrainienne vacille, la logistique s'essouffle et chaque convoi d'aide étrangère devient crucial. Sans appui occidental constant, la résistance menace de s'effondrer. Mais combien de temps cette solidarité tiendra-t-elle encore ? Dans les capitales européennes, le débat s'envenime. Faut-il continuer à envoyer des armes et de l'argent, ou ne fait-on que prolonger un bourbier meurtrier ? Les priorités politiques s'entrechoquent. Sous la pression des crises internes, la solidarité européenne se fissure peu à peu. Les élections nationales approchent dans plusieurs pays. Les partis populistes, qu'ils soient à droite ou à gauche, exploitent la lassitude et promettent de réduire l'aide à l'Ukraine pour privilégier les dépenses sociales ou la baisse des impôts. Dans la rue, la lassitude s'exprime. En France, en Allemagne, au Royaume-Uni, de plus en plus de citoyens s'interrogent. Pourquoi soutenir un conflit qui ne semble jamais avancer et dont le coût pèse sur leur quotidien ? Des sondages récents montrent qu'en France, près de la moitié des personnes interrogées trouvent que l'effort de solidarité a assez duré. En Allemagne, la coalition au pouvoir vacille, tiraillée entre la nécessité de soutenir Kiev et la pression de la rue qui réclame plus de moyens pour faire face à la crise énergétique. Des dizaines de milliers de familles sont affectées. Accueil de réfugiés, hausse des prix de l'énergie,
perte tragique de volontaires partis combattre. Les conséquences de s'accumulent, visibles dans chaque foyer, sur chaque facture. Dans certains quartiers populaires de Paris ou de Lyon, des associations s'organisent pour aider les familles hébergeant des réfugiés, mais ces élans de générosité s'essoufflent à mesure que la crise s'éternise. Les réseaux de solidarité, exemplaires en 2022, peinent à mobiliser en 2024. Les dirigeants européens affichent leur fermeté, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les lignes de front bougent à peine. Chaque offensive coûte cher, en vie comme en ressources, sans basculement décisif. Les généraux ukrainiens rappellent que chaque mètre gagné se paie au prix fort, parfois avec la vie de dizaines de soldats. Les exemples de la bataille de Bakhmout ou de Severodonetsk illustrent cette réalité. Des mois de combat, des milliers de morts pour des gains souvent symboliques. L'enthousiasme s'estompe, remplacé par un sentiment d'impuissance. Derrière les discours, la guerre s'enlise. Chacun attend que l'autre flanche, mais ni Moscou, ni Kiev, ni les alliés occidentaux ne veulent céder les premiers. C'est la logique du chicken game. Qui cédera le premier ? Cette dynamique dangereuse a souvent conduit à des impasses, comme lors de la crise des missiles de Cuba, où le monde a frôlé l'apocalypse par manque de dialogue. Ce blocage transforme le conflit en une guerre figée. La peur de perdre prend le dessus sur l'espoir de gagner. Le risque ? Voir la guerre s'installer durablement au cœur de l'Europe, empoisonnant l'économie et les espoirs d'une génération entière. Les jeunes Ukrainiens rêvaient d'Europe, de liberté, de prospérité. Beaucoup se retrouvent aujourd'hui déracinés, sans perspective, traumatisés par la violence. Les conséquences se mesurent en milliards pour la reconstruction, en années perdues pour les enfants, en tensions qui redessinent le continent. Selon la Banque mondiale, la reconstruction de l'Ukraine coûtera plusieurs centaines de milliards d'euros. Les écoles détruites, les routes minées, les villages rasés, chaque semaine de guerre alourdit la facture. Mais à quoi faut-il se préparer ? Que devient une société lorsque la guerre s'invite dans la routine ? Pour comprendre ce que réserve l'avenir, il faut regarder au-delà des discours officiels. Car derrière la routine, de nouveaux dangers et de nouvelles fractures apparaissent. Le marché noir prospère, la corruption menace de gangrener l'appareil d'État, les réseaux de trafiquants profitent du chaos pour s'enrichir. La guerre en ex-Yougoslavie avait déjà montré que les conflits prolongés favorisent la criminalité et déstabilisent durablement les institutions. Quand la guerre s'installe dans le quotidien, le sens du réel vacille. Même si le conflit paraît lointain, ses conséquences s'infiltrent jusque dans nos foyers. Les prix s'envolent, les débats s'enflamment, et la fragilité de nos économies se révèle à chaque soubresaut. Un missile frappant une centrale ou une grève sur le front, et c'est toute la chaîne mondiale qui se grippe. Les entreprises françaises qui exportaient vers la Russie ou l'Ukraine voient leur chiffre d'affaires s'effondrer. Les agriculteurs, déjà éprouvés par les sécheresses, doivent faire face à la hausse des engrais, dont une grande partie venait de ces pays en guerre. Peu à peu, la lassitude s'installe, pas seulement en Ukraine, mais aussi en France, au Royaume-Uni, en Allemagne. L'attention médiatique se détourne, la solidarité s'amenuise, les débats deviennent plus amers. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'essoufflement qu'il faudrait défendre la cohésion sociale à tout prix. Désunis, nous devenons des cibles idéales pour la désinformation et le cynisme rampant. Les fake news se multiplient sur les réseaux sociaux, alimentant la défiance envers les institutions. Il émerge alors une exigence capitale, réclamer une transparence réelle sur les pertes humaines et les risques encourus. Les chiffres officiels, trop souvent édulcorés, masquent l'ampleur des drames vécus. Sans vérité sur les sacrifices, comment accepter les efforts demandés ou croire aux discours officiels ? La confiance ne survit qu'à l'honnêteté. Refuser de voir la réalité, c'est abandonner le terrain à la peur et à l'incertitude. L'exemple des guerres passées est éclairant. Lors du conflit en Algérie, le silence sur les pertes et les exactions a sapé la confiance dans le gouvernement français, accélérant la crise politique. Mais il ne suffit pas de réagir à l'urgence militaire. Chaque mois de conflit complique la reconstruction, aggrave les traumatismes, affaiblit l'économie. Penser la sécurité implique plus que d'acheter des armes ou de renforcer des alliances. Il faut préparer le retour à la paix. Il s'agit d'anticiper la réintégration des combattants, la réparation des infrastructures, le soutien aux déplacés, sans attendre la fin des combats. Les experts en reconstruction rappellent que chaque euro investi aujourd'hui dans l'accueil des réfugiés, le soutien psychologique ou la formation professionnelle sera autant de gagné pour la stabilité future. Ignorer ces leçons, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. Perte de confiance, division croissante, avenir fragilisé.
Les sociétés qui tiennent sont celles qui affrontent la vérité et s'organisent au-delà de l'instant. C'est le prix à payer pour préserver stabilité, réputation internationale et qualité de vie future. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall a permis la reconstruction rapide de l'Europe, parce que les dirigeants ont su anticiper les besoins et mobiliser la société autour d'un projet commun. Mais alors, comment maintenir l'engagement et surmonter la fatigue collective, alors que l'incertitude règne et que le coût humain ne cesse d'augmenter? Il reste à explorer les voies possibles pour éviter la lassitude et réinventer le soutien. Voici quelques pistes concrètes. Premièrement, renforcer la participation citoyenne. Impliquer la société dans le débat sur l'aide à l'Ukraine, organiser des consultations publiques, encourager le volontariat, permet de maintenir l'engagement sur la durée. Des forums locaux, des plateformes de discussion peuvent donner la parole à ceux qui se sentent oubliés. Deuxièmement, exiger une transparence maximale sur l'utilisation des fonds et des aides. Publier des rapports réguliers, inviter des observateurs indépendants permet de restaurer la confiance et de lutter contre la désinformation. Troisièmement, investir dans l'éducation et la sensibilisation. Expliquer les enjeux du conflit, rappeler les leçons de l'histoire, montrer concrètement comment la solidarité peut faire la différence. Les campagnes de communication doivent être honnêtes, sans minimiser les difficultés. Quatrièmement, préparer l'après-guerre. Planifier dès maintenant la reconstruction, la réconciliation, la réintégration des déplacés, avec des scénarios réalistes et des financements clairs. Les municipalités, les ONG, les acteurs économiques doivent être associés à cette réflexion. Cinquièmement, soutenir les initiatives de dialogue et de médiation. Même en temps de guerre, des canaux de discussion informels peuvent préparer le terrain à la paix. Encourager les échanges entre sociétés civiles, les jumelages entre villes, les rencontres culturelles permet de tisser des liens durables. Seule une confrontation honnête avec la réalité peut ouvrir la voie à la paix. La lassitude grignote peu à peu le front et nos sociétés. Il devient vital de reconnaître ce nouvel épuisement collectif. La crise en Ukraine ne trouvera pas de sortie tant que nous refuserons de voir cette fatigue qui nous étreint tous. Croire que la seule détermination suffira, c'est s'aveugler. Seule la capacité à entendre l'autre, à repenser les termes du dialogue, permettra un début de désescalade. Poursuivre le conflit tel qu'il s'enlise, alimenté par une surenchère militaire et une diplomatie figée, ne mène qu'à la perpétuation d'une crise sans horizon. Les sociétés occidentales s'essoufflent, les doutes se multiplient et la solidarité, si longtemps tenue pour acquise, vacille sous le poids des pertes humaines, du coût économique et des divisions politiques. Derrière les débats sur l'aide militaire ou l'envoi d'instructeurs, une vérité s'impose. Il n'existe plus de solution simple ni de victoire sans conséquences durables. À chaque mois qui passe, la pression s'accroît sur l'économie, sur la cohésion sociale, sur le moral des peuples. Persister dans la même voie, c'est admettre que l'exception devienne la norme, que la guerre s'installe dans le quotidien. Ce choix est lourd de conséquences. Il engage notre avenir collectif, la confiance dans nos institutions et la possibilité même de reconstruire un espoir commun. Ce moment exige une lucidité nouvelle. C'est en nommant l'épuisement, en rouvrant les canaux de discussion, qu'une issue pourra émerger. La paix ne surgira ni du déni ni de la surenchère, mais du courage d'affronter la réalité, aussi inconfortable soit-elle. Rater ce rendez-vous avec la lucidité, c'est s'enfermer dans une crise sans fin, où la fatigue nourrit la division et le découragement. Pourtant, la chance de réinventer le dialogue demeure à portée, si nous osons la saisir collectivement. L'histoire retiendra ceux qui auront su voir plus loin que le fracas des armes, et préparer dans l'ombre de la lassitude le retour de la paix.